Josette Launay, chargée de mission et de transfert scientifique au CRESEB, le Centre de ressources et d'expertise scientifique sur l'eau de Bretagne. Et donc, c'est un exposé en duo avec Franck Daniel du comité départemental du Morbihan, où on va vous faire un survol sur les actions de remédiation qui ont été mises, qu'on a pu recenser et analyser. Donc, Franck, dans la deuxième partie, vous présentera beaucoup plus des cas concrets qu'il a pu suivre ou accompagner dans le Morbihan. Donc, plus une synthèse, nous avons mené une analyse et un survol des actions conduites dans les plans d'eau en Bretagne. C'est une étude qu'on a fait en décembre 2018 et qu'on n'a pas réactualisée depuis. Donc, je vais juste vous dresser le contexte de ce travail et puis les principales caractéristiques très, très générales des plans d'eau recensés et des actions de remédiation qu'on a pu recenser sur ceux qu'on a pu identifier dans notre enquête. Et puis, donc, les grandes conclusions par rapport à ces actions où les Il n'y a plus de son. Ah bah voilà. Donc, à distance, mais je vais pas recommencer parce que... C'est bizarre, on a l'impression, on entend, et en fait, on n'entend rien. Désolé. Donc, a priori, si c'est enregistré, vous pourrez refaire un replay chez vous après. Parce que peut-être que c'est enregistré comme origine. Bon. Donc, voilà, donc on a eu plusieurs journées d'échanges sur le thème, donc le phosphore dans les eaux et dans les sols, aussi sur l'eutrophisation eau douce et eau côtière, parce que pour nous c'est important aussi de faire le lien sur la prolifération de phytoplancton en général dans notre région. C'était à l'occasion d'un séminaire au Carrefour des gestions locales de l'eau en 2015. Et puis, on a eu donc une journée spéciale sur la prolifération des cyanobactéries en 2017 où donc est ressorti un peu de toutes les réflexions de cette journée, différents axes de travail, dont notamment de favoriser la mutualisation des connaissances, des informations et des études de gestion menées sur les plans d'eau, puisque tout ce qui était un peu dans les bassins versants, il y avait déjà un historique pas mal avec beaucoup d'échanges. Donc là, on a mis en place, on a travaillé avec l'aide d'une stagiaire de Master 2 de l'Université de Rennes, pour recenser ces actions de remédiation dans les plans d'eau en Bretagne et en faire une analyse générale. Et en parallèle, pour avoir un comité de suivi de ce travail, il y avait un groupe de travail scientifique, gestionnaire et institutionnel.
Donc, les résultats de ces deux travaux sont sur le site du CRESEB, dont j'ai indiqué ici le lien, mais que précédente. Donc voilà, bon, c'est juste les grandes caractéristiques des plans d'eau recensés. On est parti sur ceux, de par les réseaux de surveillance, notamment de l'ARS, hein, qui avaient fait au moins l'objet d'un suivi de cyano ou de présence de cyano dans les 15-20 dernières années. Et donc, on est arrivé à 118 plans d'eau. Mais là, par rapport à ce qui a été présenté par l'ARS, on a pris toute taille de plans d'eau et à partir du moment où il y avait eu un phénomène enregistré, et aussi des zones de rivières ou de canaux. Donc, c'est principalement là quand même des petits plans d'eau, hein, puisqu'on est pour les 3/4 inférieurs à 50 hectares. Les bassins d'alimentation de ces plans d'eau sont aussi des petits bassins versants. Donc, pour les... Alors là, je n'ai plus de la moitié. Ce sont des bassins qui sont donc inférieurs à 30 km². Et dans les usages, pour les plans d'eau, il y a différents usages, hein, autant eau potable, baignade, activité nautique et pêche. Et pour certains d'entre eux, qui ont au moins 3 ou 4 usages pour quelques-uns. Mais il y a quand même une prédominance de soit alimentation en eau potable, soit baignade, avec ou sans activité nautique. Donc, les actions de remédiation, donc, je trouvais intéressant de reprendre ce schéma de Iblings, une publication de 2016, qui montre bien un petit peu les types d'interventions possibles, les actions donc, de prévention qui agissent donc, sur le transfert des nutriments dans le bassin versant, et celles aussi de prévention qui limitent les entrées juste en amont du plan d'eau. Et les actions auxquelles nous, on s'est intéressé dans notre enquête sont les actions plutôt curatives qui contrôlent les efflorescences ou qui les atténuent. Donc, c'est là-dessus qu'on a focalisé notre recensement. On est arrivé avec... Alors, là aussi, j'ai mis 28 plans d'eau sur lesquels on a pu identifier les actions, ce type d'actions curatives qui ont été mises en place. Je dis non exhaustif puisque, bon, comme toute enquête, on n'a pas eu forcément des réponses auprès de tous les gestionnaires qu'on a pu contacter. Et donc, avec des actions de contrôle ou de réduction des nutriments dans la colonne d'eau ou dans les sédiments, ou les actions qui sont figurées en rouge, des actions cyanocides avant le pic d'efflorescence. Là, donc, je les ai relistées. Je ne vais pas les reprendre en détail. Hein. C'est donc celles qui agissent sur la charge interne du phosphore, soit au niveau de la colonne d'eau ou du sédiment, qui ont été les plus nombreuses. Certaines actions aussi ont été menées dans certains plans d'eau et les personnes qu'on a pu enquêter nous ont dit que ces actions, elles n'ont pas forcément été faites uniquement pour agir contre les cyanobactéries. Ça pouvait être aussi un autre motif, mais notamment celui-ci, quoi. Et puis, donc, ça faisait à peu près une cinquantaine de fois où ces actions ont été utilisées. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire sur 50 plans d'eau. Hein. Des fois, elles ont été répétées sur la période sur laquelle on a pu avoir des informations. Et puis, on a une quinzaine de fois où des actions plus donc cyanocides ont été utilisées sur là aussi plusieurs fois, parfois sur le même plan d'eau. Donc, globalement, c'est une action souvent ponctuelle, avec un accompagnement restreint pour leur mise en œuvre. C'est plus à l'initiative des collectivités, mais sans forcément être... Enfin, très peu souvent, elles sont accompagnées d'un suivi ou d'une évaluation de l'efficacité ou des impacts de ces actions. Impact sur les cyanos ou impact sur environnementaux sur le plan d'eau en général. Il y a aussi des plans d'eau où il y a une succession de ces actions sur plusieurs années, où on teste différentes actions. Et là aussi, avec ou non un accompagnement ou un suivi.
Mais il y a quand même des actions qui sont faites, des successions d'actions qui sont faites avec la collaboration d'experts. Donc, il y a quelques plans d'eau en Bretagne où il y a un suivi. Je pense au Moulin Neuf à Pont-l'Abbé, dans le Finistère. Il y a aussi, on a parlé tout à l'heure des étangs d'Apigné en Ille-et-Vilaine, et aussi sur certaines retenues de production d'eau potable en Côte d'Armor. On a une même action répétée annuellement par le gestionnaire. Là, ça rentre un peu dans le même cadre que les collaborations avec des experts, où il y a un suivi au moins de l'effet sur les cyanobactéries. Et quelques expérimentations avec un protocole scientifique dans le cadre d'un projet de recherche. L'une que Franck évoquera tout à l'heure avec le peroxyde d'hydrogène, et puis aussi des suivis avec des chercheurs sur des vidanges et des mises à sec. Bon, globalement, hein, nous, on a eu beaucoup de difficultés à avoir des documents ou des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces actions. Il n'y a pas d'historique conservé. Étant donné, donc les informations sont plus ou moins perdues, puisque dans les collectivités qui les mettent en œuvre, il y a aussi des personnes qui changent dans ces services. Donc, ça n'a pas été évident de pouvoir un peu capitaliser ces informations. Il y a très peu d'études et d'actions d'études et de diagnostics menées en amont de ces actions, avant de les mettre en œuvre pour comprendre vraiment le fonctionnement du plan d'eau. Je dirais très peu, voire il y en a quelques-unes qui ont pu nous être données. Et aussi, il y a peu d'actions qui ont été suivies par une véritable évaluation de leur efficacité, que ce soit sur les cyanos ou les impacts environnementaux. Et donc, les gestionnaires nous ont vraiment fait remonter le besoin d'être mieux accompagnés pour pouvoir aussi exploiter et valoriser quand il y a eu des données. Parfois, elles sont là, mais elles sont pas suffisamment exploitées. Donc, le groupe de réflexion qu'on avait mis en place, qui avait suivi ce travail, on a essayé de voir, il s'est dégagé certaines propositions qu'on aurait souhaité mettre en œuvre, mais qui n'ont pas été mises à ce jour parce qu'on n'a pas poursuivi après avec les moyens adéquats. Ça aurait été de mettre en place un guide opératoire qui permette de mettre à disposition un catalogue argumenté des différentes actions de remédiation. Parce que finalement, elles existent dans la bibliographie. Il y a plusieurs études qui ont été faites par les interagences là, en 2002, 2010. On les a repérées, donc on les recite dans notre synthèse écrite. Et donc, ce serait de les remettre à disposition, peut-être un peu digérées, pour que vraiment les gestionnaires puissent en profiter. Ce guide opératoire, ce serait aussi de recommander d'acquérir des connaissances plus précises sur les caractéristiques et les fonctionnements des plans d'eau pour choisir une action appropriée et bien dimensionnée. Définir aussi des cahiers des charges, au moins un cahier des charges minimal pour les protocoles d'action et pour leur suivi environnemental. Et informer sur le cadre réglementaire des actions de remédiation. Est-ce qu'il y a des autorisations légales obligatoires? Est-ce qu'il y a des régimes dérogatoires pour certaines actions curatives? Et aussi informer le public vis-à-vis de ces actions précisément. Donc, une des propositions aussi, ça aurait été de pouvoir mettre en place un espace, ce qu'on a appelé un espace d'expertise et de retour d'expérience, parce que, voilà, pour avoir une action dans la continuité et des échanges qui se poursuivent entre, voilà, les différents acteurs qu'on avait identifiés à ce moment-là. Ce groupe ne s'est pas mis en place en Bretagne pour l'instant. Et c'était d'améliorer la capitalisation des données et des informations. On a vu que là, tout à l'heure, avec l'ARS de Bretagne, il y avait eu déjà des choses qui se sont faites, et notamment en contribuant avec mise à disposition de données par le biais de l'Observatoire de l'environnement de Bretagne et beaucoup de travaux faits par l'ARS à ce sujet-là. Et aussi, une des informations qu'on a très peu recueillies, c'est sur les données épidémiologiques, sur les problèmes de santé humaine, et aussi sur les mortalités animales liées aux cyanobactéries qui ont pu constater, mais qui sont recensées nulle part. Donc, c'est des informations qui ne sont pas capitalisées.
Voilà pour dresser un tableau général. Et puis donc, Franck va pouvoir, lui, finalement donner un regard sur des exemples concrets qu'ils ont pu accompagner dans le Morbihan. Qui est chargé ici, donc c'est voilà. Celui-ci. Je crois qu'on vous entend en plus. Merci. Merci, bonjour à tous, Franck Daniel, département du Morbihan, service de l'eau. Le département du Morbihan intervient sur le petit cycle et le grand cycle de l'eau en accompagnement technique et financier des différents maîtres d'ouvrage. Donc, je vais illustrer par quelques exemples certains des points que Josette Launay a identifiés en termes d'évaluation d'actions curatives, d'approche intégrée sur la gestion de plans d'eau, et puis quelques éléments de perspective sur des stratégies territoriales qui commencent à se mettre en place dans le Morbihan. Ce sera peut-être une ouverture sur les exposés de cet après-midi. Donc l'exemple d'évaluation d'une action curative, bah, ça n'a pas été difficile de choisir puisque il n'y en a eu qu'un dans le Morbihan. Comme l'a dit Josette, il y a eu de nombreuses expérimentations en la matière, mais quasiment jamais accompagnées de protocoles de suivi et d'évaluation. Donc le Conseil scientifique de l'environnement du Morbihan, d'ailleurs, avait recommandé dès 2011 que ces expérimentations puissent faire l'objet de suivi pour permettre d'en tirer des enseignements. Donc là, on est sur le lac Auduc, dont les collègues de l'ARS ont parlé, un plan d'eau qui se trouve au nord-est du département du Morbihan, un vaste plan d'eau, 200 hectares sur la rivière Yvel, avec des usages multiples, alimentation en eau potable, mais aussi baignade, activités nautiques, pêche, et des actions préventives qui sont menées sur ce plan d'eau de longue date sur le bassin versant, puisque un des premiers bassin versant eau pure, la première politique en la matière en Bretagne, c'était sur ce bassin versant-là. Et puis des essais aussi d'actions curatives menées au fil des ans, notamment de l'aération, du sulfate de cuivre, du carbonate de calcium plus récemment, mais sans qu'on ne dispose de bilan écrit et formalisé en la matière. C'est un plan d'eau, on le voit sur le graphique, qui est régulièrement sujet à des proliférations de cyanobactéries qui, chaque année, dépassaient le seuil des 100 000 cellules par millilitre qui faisait référence à l'époque. Donc l'expérimentation qui a été menée l'a été dans le cadre d'un projet européen, Interreg. Donc les résultats que je présente là sont ceux qui ont été obtenus par les différents acteurs qui étaient impliqués dans ce projet. Et notamment, donc là, c'est des résultats de Morgane Lemoyle. Il y a aussi Claudia Vigan qui est dans la salle qui a participé à ces travaux, Luc Brien également qu'on a mentionné. Donc il y a eu une analyse saisonnière du phytoplancton et des nutriments dans le plan d'eau, qui a confirmé qu'il y avait une très forte variabilité intra- et interannuelle, que les temps étaient hypertrophes et qu'on avait une charge interne importante. Donc l'expérimentation peroxyde d'hydrogène a été menée à la fois en laboratoire et dans la zone de baignade qui a été délimitée par une enceinte qui se voulait imperméable de quelques milliers de mètres carrés. Donc pour les résultats en laboratoire, on voit que l'efficacité est démontrée à partir de concentrations de 2,5 mg par litre. Donc en bleu, là, vous avez la phycocyanine, en vert, la chlorophylle A. Donc on voit qu'à partir de J+3 par rapport à la pulvérisation, on a un effet
nette sur la phycocyanine. Par contre, en laboratoire, ont été démontrés également des impacts non intentionnels sur les communautés zooplanctoniques. Là, vous avez à droite les bâtonnets orange, là, qui montrent que dès ces concentrations de 2,5 mg par litre, on a à J+8 des diminutions significatives d'abondance de zooplancton. Sur la zone de baignade, donc je ne rentre pas dans le détail, il y a les personnes qui ont mené les travaux pourront apporter des compléments, des précisions, mais les principales conclusions, c'est que les abattements ont été insuffisants et peu durables malgré les fortes concentrations utilisées. Donc là, sur le graphique de gauche, en haut, vous avez les 4 pulvérisations qui ont été faites durant l'année, avec pour la 3e et la 4e, d'ailleurs, une pulvérisation qui a été renouvelée 2 fois pour la 3e et 3 fois pour la 4e. Alors, on voit une diminution du nombre de cellules de cyanobactéries, mais qui peinent à descendre sous le seuil de l'époque aussi des 100 000, et surtout qui remontent assez rapidement après, parfois même à des niveaux qui vont au-delà de la zone témoin, en dehors de l'enceinte étanche qui a été déposée. Là, vous voyez les photos en haut, c'est ainsi qu'a été délimitée la zone de baignade. Donc les hypothèses qui ont été émises, c'était lié à la forte charge en matière organique solide et particulière, à l'effet confinement aussi de cette enceinte. Et puis il y a eu des effets connexes, avec notamment une contamination par des entérobactéries, qui ont d'ailleurs entraîné une fermeture, puis pour dépassement de seuil. Et donc l'hypothèse, c'était lié aux fesses de l'avifaune qui avait pris pour habitude de venir se déposer sur les boudins qui délimitaient l'enceinte de la zone de baignade. Maintenant, 2 exemples d'approches intégrées sur des enjeux relatifs au plan d'eau. Donc, le premier exemple, c'est un étang qui se situe cette fois-ci dans le nord-ouest du département, plus petit, l'étang du Dordu, 11 hectares sur un affluent du Scorff. Là, en usage, c'est pêche. Et à l'époque, il y avait une prise d'eau à l'aval du plan d'eau qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, ça m'a semblé intéressant parce que c'était une des premières fois où il y avait... donc, l'action a été mise en place en 2008. C'était une des premières fois qu'on avait un comité de pilotage un peu multi-acteurs qui se mettait en place pour réfléchir à ces enjeux. Un diagnostic partagé qui a été établi par le bureau d'études interface et gradients là, de Pitois et Moreau, que je mentionne en bas de la diapo, qu'on fait un diagnostic du fonctionnement finalement des blooms, temps de séjour, charge interne du plan d'eau, et qu'on montrait notamment qu'il y avait une zone d'incubation des blooms à l'amont du plan d'eau, donc en haut de la diapo de gauche. Et puis qui ont analysé les différents types d'interventions possibles qui figurent dans le schéma de droite, depuis des contournements partiels ou totaux, la mise à sec, les curages, etc. À partir d'un ensemble de critères liés aux usages, des critères techniques, de coûts, réglementaires. Et donc sur cette base-là, le comité de pilotage a choisi de mettre en œuvre la solution suivante, c'était d'abaisser le plan d'eau de 60 cm pour exonder la zone humide à l'amont du plan d'eau, qui était donc la zone d'incubation des blooms, en plus d'actions préventives sur le bassin versant qui ont été recommandées, la mise en place d'un suivi, la nécessité aussi d'une gestion à long terme du plan d'eau avec des assecs réguliers. Et donc on voit là sur le graphique, donc les bâtonnets, c'est les nombres de cellules par millilitre. Et donc, on voit que dès l'année qui a suivi la baisse du niveau du plan d'eau, on a eu un net recul des blooms de cyano, à l'exception d'un pic en juillet 2011. Mais globalement, l'action s'est avérée efficace.
L'autre exemple, les plus récents, c'est un étang également de petite taille, 5 hectares, créé assez récemment, en 78, sur cette fois-ci un affluent du Blavet. Donc là, on est vers Pontivy, dans le centre du département. En usage, il y a eu d'abord de l'alimentation en eau potable jusqu'en 93 et ensuite baignade et activités nautiques jusqu'à ce qu'elles soient interdites. C'est un plan d'eau qui a été suivi par l'ARS pendant un moment avant que la baignade ne soit interdite. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un COPIL multi-acteurs, une concertation qui a été menée pour un diagnostic partagé qui prenait en compte les différents usages, les différents problèmes de qualité de l'eau, les aspects de gestion quantitative, de biodiversité également. Et le bureau d'études qui a travaillé sur ce plan d'eau, qui est Westham, a analysé 4 scénarios qui ont été choisis par le COPIL et a fait une analyse comparative de ces 4 scénarios d'aménagement du plan d'eau que vous voyez là à l'écran, donc qui consistaient en des réductions de la surface du plan d'eau avec dérivation partielle, ou alors jusqu'au scénario 3 qui était la suppression totale du plan d'eau et la renaturation du cours d'eau Saint-Niel. Ces 4 scénarios ont été donc ont fait l'objet d'une analyse multicritère comparative. Donc là, je présente le tableau pour le critère usage et fonctionnalité qui mentionne notamment les effets attendus sur les proliférations de cyanobactéries. Mais il y a eu aussi les critères réglementaires, techniques et financiers qui ont été pris en compte. Et au final, une analyse multicritère qui permettait de faire un bilan sur ces différents enjeux. Et donc, c'est le scénario 3 qui s'est avéré présenter le plus d'intérêt par rapport aux enjeux du site. Et donc, c'est ce scénario qui a été mis en place. L'étang a été effacé en 2022 et la renaturation du cours d'eau va être menée cette année. Donc, ces quelques exemples montrent que la question des enjeux de la gestion de l'aménagement des plans d'eau, aujourd'hui, il y a différentes motivations pour les maîtres d'ouvrage, qui sont donc les problèmes de qualité d'eau, les problèmes sanitaires qu'on évoque ce matin, les problèmes de coût, de gestion et d'entretien de ces plans d'eau, des effets du changement climatique qui sont annoncés comme aggravant dans le futur ces problèmes d'eutrophisation, puis des incitations financières pour aménager ou effacer les plans d'eau, notamment de la part de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Il y a aussi des freins, il y a des usages sur ces plans d'eau, il y a une dimension sociologique sur certains d'entre eux. Il y a aussi des aspects de biodiversité qui peuvent la biodiversité existante sur ces plans d'eau qui peut devoir être pris en compte également. Donc, en tout cas, ces quelques exemples montrent que lorsqu'on a une opportunité croisée finalement de traiter ces différentes problématiques, c'est plutôt des facteurs de réussite pour réussir à mener en concertation un diagnostic partagé et puis une co-construction de scénarios qu'il faut réussir à comparer sur la base de méthodes claires et construites de façon concertée qui permettent de réellement faire une analyse comparative. Et aujourd'hui, la question se pose d'aller vers des stratégies intégrées, mais non plus à l'échelle des plans d'eau, mais à l'échelle de territoires. Donc le constat qui est fait sur le Morbihan, comme dans bien d'autres départements, c'est que on a un nombre de plans d'eau qui est très important, plusieurs milliers de plans d'eau sur le département. Vous voyez sur la carte de gauche, avec des usages, des tailles très, très variées. Le SDAGE Loire-Bretagne qui met en évidence les conséquences néfastes de la multiplication de ces plans d'eau et la nécessité de mieux les gérer, de les mettre aux normes ou de les supprimer.
On voit là sur la carte de droite que sur de nombreuses masses d'eau, on a une pression liée à l'existence de ces plans d'eau qui s'exerce sur l'état des masses d'eau. Donc les différents partenaires départementaux ont initié une stratégie départementale plan d'eau. Donc les services de l'État, le département, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, l'OFB, notamment, se sont accordés pour développer cette stratégie en listant les actions envisageables en termes d'atténuation, de réduction ou de suppression de ces plans d'eau, en essayant de voir aussi quels pouvaient être les différents leviers d'action mobilisables, qu'ils soient de l'ordre de la sensibilisation, qu'ils soient contractuels ou réglementaires. Et donc une dynamique a été enclenchée. On cherche maintenant à conforter. Là, vous avez sur la carte le bilan d'une décennie d'intervention sur les plans d'eau. Et on voit qu'il commence à y avoir pas mal d'étangs qui ont fait l'objet soit d'études, soit d'aménagements, soit d'effacement, tous les points verts. Et pour nombre d'entre eux, la problématique cyanobactérie faisait partie des enjeux pris en compte pour mener ces démarches. Et donc là, depuis quelques années, c'est tout récent, l'idée c'est de demander aux opérateurs de bassin versant de décliner ces stratégies par bassin versant, donc d'inclure des stratégies plan d'eau dans les contrats territoriaux de bassin versant pour avoir l'approche la plus intégrée possible, contribuer à la transversalité entre les volets milieu aquatique, pollution diffuse, bocage, eau et urbanisme qui sont développés dans ces contrats territoriaux. Et donc, il y a une méthode de diagnostic multicritère un peu qui est proposée, qui prend en compte notamment les enjeux d'eutrophisation. Les propriétaires de ces étangs sont également sollicités. Des actions de sensibilisation peuvent être proposées, des actions de formation. Et donc, toute cette démarche vise à finalement définir des priorités d'intervention à l'échelle du bassin versant, sachant qu'en termes d'usage, on a aujourd'hui des usages qui doivent être intégrés à l'échelle des territoires, par exemple les réserves d'eau pour les interventions sur les incendies, l'alimentation en eau potable, les usages récréatifs, etc. Donc l'idée, c'est d'essayer de développer des approches territoriales de ces enjeux. Voilà, je vous remercie. Si vous avez quelques questions et que vous n'êtes pas trop affamés. Merci. On est très en retard, mais on peut prendre encore quelques minutes pour des questions. Merci Benjamin. Et merci Franck pour la présentation, aussi de nos résultats qui sont ici dans nos rapports de projet Interreg. J'aurais aimé être informé avant. Merci. Et aussi, comment je peux dire, merci de partie de Patrick aussi pour ne pas citer ses travaux. Je vous invite tout le monde de voir le poster que j'ai pris avec moi pour vous montrer comme cette étude Interreg a fini. Donc, on a fait quelques progrès. J'ai le poster avec moi. Je vous invite de voir le post-midi. Merci. D'autres questions? Je passe la parole à Émilie. Question devant. Par rapport à tous les lacs et points d'eau que vous avez dans le Morbihan, est-ce que vous avez un historique sur ces sites-là? Est-ce qu'ils étaient déjà là il y a 50 ans? Ou est-ce qu'ils ont été mis en place parce que des cours d'eau ont été arrêtés pour retenir de l'eau, pour localement l'utiliser et s'en servir? Et donc, qui expliquerait que quand vous avez restauré le cours du Niel, je crois, oui, évidemment, ça devient plus
plus naturel et plus régulé. Et donc, ça bouge et les cyanos, elles ne restent pas sur place à se développer. Donc, est-ce que vous avez un historique sur les plans d'eau qui étaient vraiment là et qui ont une pertinence ou est-ce qu'ils ont été créés dans le temps pour accommoder les gens localement? Alors, je ne pense pas qu'on ait une vue exhaustive des caractéristiques des plans d'eau, mais sur certains bassins versants, il y a des études qui ont été menées qui montrent que on a une grande partie des plans d'eau existants qui ont été créés à partir des années 70 et notamment après la sécheresse de 76. Ils ont des usages variés, mais il y a beaucoup de petits plans d'eau de loisirs. Il y a beaucoup en fait de plans d'eau qui sortent un peu des radars de la surveillance. Il y avait un stage là qui avait permis de voir un petit peu quel était l'état de petits étangs de pêche qui ne font l'objet d'aucune surveillance sanitaire. Et en fait, on se rendait compte que voilà, il y avait de très nombreux petits plans d'eau qui étaient le siège de prolifération de cyanos et sans qu'aucun cadre n'y soit appliqué. Donc voilà, on a des situations variées, mais pas de vision précise, exhaustive, mais la stratégie départementale plan d'eau vise à améliorer la connaissance dans cette perspective-là. Pour le chat, il y avait une demande des références bibliographiques concernant les études auxquelles Madame Launay avait fait référence. Donc, Oui, donc nous, on a fait une synthèse de ce travail que j'ai exposé, donc qui est sur notre site. Et dans la synthèse, on a mis toutes les références des études. Donc, c'était l'étude d'Aquascope de 2010 ou 2012. Il y a aussi, enfin, donc, où il y a des fiches un peu descriptives des différentes actions avec avantages et inconvénients. On les a mises dans cette synthèse que vous retrouvez sur notre site en tapant cyanobactéries, vous les retrouverez. Et c'est le lien que j'ai indiqué à un moment donné sur une des diapos. Merci. Après, il y a eu un débat sur la production éventuelle de sous-produits toxiques de l'H2O2. Donc, il y a M. Benjamin Richard qui a indiqué que l'H2O2 présente une toxicité directe auprès de certaines communautés aquatiques. Donc, ça a été présenté aussi dans le cas du projet Interreg. Mais qu'en revanche, il se désagrège rapidement dans le milieu en eau et en dioxygène et qu'il n'y a pas il y a une revue de littérature qui a été réalisée et il n'y a pas de mécanisme de création de sous-produits toxiques apparemment, donc de l'H2O2, à préciser. Et concernant l'aqueduc, il y a une précision aussi de M. Luc Brien qui indique que pendant l'expérimentation, il y avait une mauvaise étanchéité du barrage flottant. Et donc, il y avait un apport continu des eaux hors expérimentation, donc hors zone de baignade, qui arrivait dans la zone d'expérimentation avec l'H2O2. Donc, ça a pu éventuellement biaiser un peu les résultats. Et enfin, je crois que je n'ai plus de questions. Écoutez, je pense qu'il y a qu'il une y a autre. pas mal de questions et de réactions. Et je voudrais qu'on remercie tous les intervenants de ce matin.